Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de cette édition, les élus haussent le ton concernant les seins de séisme. Depuis l'arrivée de la mission de spécialistes, de nombreuses voix s'élèvent afin de réclamer à l'État de prendre davantage au sérieux cette situation. Certains réclament à ce que le fond des océans soit sondé. Ils souhaitent par ailleurs que l'État publie un arrêté catastrophe naturelle. Même si cet essaim a également le don de mettre en lumière les dysfonctionnements en matière de construction, mais également d'assurance. Le point dans ce sujet signé Leslie Vumenet. Entre hier soir 19h30 et ce midi, le BRGM a enregistré pas moins de 18 séismes d'une magnitude supérieure à 4. Si des experts sont actuellement sur le territoire, les mesures prises par l'État ne convainquent pas. Les Mahorais sont abandonnés de l'État, sont oubliés de l'État encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a ce déferlement de séismes depuis pratiquement un mois et on voit que la gestion n'est pas si rigoureuse que ça. Au mois d'avril, il y a une mission de 20 spécialistes, les plus éminents du monde, qui sont partis en Guadeloupe pour faire ce travail que je demande, c'est-à-dire aller savoir ce qui se passe au fond de l'eau. Est-ce que c'est volcanique? Est-ce que c'est autre chose? Mais en tout état de cause, qui permettent de savoir ce qu'il en est. On ne peut pas dire, et ça c'est contradictoire, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais une chose est certaine, il n'y en aura pas une de plus de 6. De nombreux élus réclament plus de précision. Ils souhaitent également que l'État classe cet essaim comme catastrophe naturelle. Actuellement, nous demandons à tous les administrés de venir se recenser au niveau des mairies, au niveau des CCAS, pour qu'on puisse remonter ces informations à l'État. Le problème, et on en a parlé avant-hier à la préfecture, le problème c'est que les gens pensent qu'ils seront systématiquement indemnisés. Ouais, sauf qu'il y a un problème, les maisons sont pas, ce qui n'est pas le cas. Donc nous avons posé le débat, j'ai personnellement posé la question au préfet en disant il va falloir à situation exceptionnelle, il va falloir qu'on trouve des mesures exceptionnelles puisque 90% des maisons mahoraises ne sont pas assurées, donc ne seront pas indemnisées au titre de la catastrophe naturelle. Si l'État arrêtait ce titre de catastrophe naturelle, seuls 10% de la population pourrait prétendre être indemnisée. La loi est pourtant très claire en la matière et assurer sa maison ou encore son véhicule relève des devoirs. De quoi remettre en cause des manières de faire qui se trouvent en opposition avec le droit commun. Ce sont des événements qui ont pris court tout le monde. Donc aujourd'hui, une question de fond se pose sur ces affaires d'assurance, la façon dont on construit ici. Il faut que les Mahorais comprennent maintenant qu'on ne peut plus construire n'importe quoi, sans architecte. Donc voilà, n'importe où. Donc une vraie question de fond qui concerne finalement tout le monde. Cet essaim concerne l'ensemble de la population. À ce titre, depuis quelques jours, les assureurs voient leur nombre de clients considérablement augmenter. On poursuit cette édition avec cet accident qui s'est produit ce jour entre Tsimkoura et Mzouazia. Dans l'après-midi, un bus scolaire accueillant 39 élèves et 4 adultes est entré en collision avec une voiture. Aucun blessé physique n'est à déplorer pour les passagers du bus, même si certains ont dû être pris en charge par les secours en raison du choc subi. Pour ce qui est de la conductrice du véhicule, elle est gravement blessée et a été transportée d'urgence au CHM. Le passager est également blessé. Écoutons le conducteur du bus qui nous raconte ce qui s'est passé au micro de Patrick Millan. En fait, moi je venais par là, et le véhicule qui est là, il est en train de dépasser. Il m'a tapé de face et le véhicule il s'est retourné comme ça. Il y avait un véhicule qui venait de face, le bus il est parti vers la gauche et c'est le véhicule qui m'a arrêté. Il y a eu des blessés? Non, dans le bus non, il n'y a pas eu de blessés. Mais la conductrice qui était là, elle est blessée avec un passager. Et ce matin, la colère était de nouveau très vive aux abords du marché couvert de Mamoudzou. Depuis quelques années, la foire du Ramadan qui prenait corps sur la place de la République a été délocalisée sur le terre-plein de Mtsapéré. Les commerçants du marché ne cessent de demander l'autorisation de sortir leurs marchandises à l'extérieur de l'enceinte du marché. La mairie refuse, ce qui provoque la colère des commerçants qui voient les vendeurs à la sauvette continuent à faire leurs affaires en toute illégalité. Ce matin, Noreza Hakim était sur place. Un montage signé Daniel Nderagakura. Les années se suivent et se ressemblent du côté du marché couvert de Mamoudzou. Ce matin, la tension est montée d'un cran et pour cause. Comme l'année passée, les commerçants n'ont pas obtenu l'autorisation de déballer leurs marchandises
sur la place de la République. Là, on est à la fin de l'Aïd. À la fin de l'Aïd, on a demandé pour faire une braderie, pour prendre uniquement notre périmètre. Chaque fois qu'on demande une organisation de quelque chose au marché, il ne veut pas. Un refus que la municipalité justifie par le fait qu'un espace a été agencé afin d'accueillir tous les commerçants de la foire. Objectif, éviter les embouteillages au cœur du chef-lieu. Néanmoins, les locataires du marché couvert dénoncent une injustice liée aux activités des vendeurs à la sauvette. Une concurrence déloyale contre laquelle la mairie semble impuissante. Pour cette cliente, les commerçants du marché couvert devraient eux aussi être autorisés à vendre sur le parvis du comité. Les commerçants se sentent lésés et refusent de délocaliser sur le terre-plein de Mtsapéré. Aujourd'hui, ils demandent des comptes au maire de la commune, à qui ils paient le droit d'occuper une place au sein du marché couvert. Notre impôt ici qu'on paye, le maire aussi bénéficie aussi. Il faut qu'il pense à ça, qu'on paye des impôts, lui aussi bénéficie. D'ici 2020, nul doute que les tensions risquent de se poursuivre aux abords de la place de la République. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 6 juin. Le 25 avril dernier, le vice-président du Sénat, Thani Mohamed Soilihi, a déposé une proposition de loi. Elle tend à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte les règles d'acquisition de la nationalité française pour une personne née en France de parents étrangers. Cette loi exigerait que l'un des parents d'un enfant né à Mayotte ait au jour de la naissance été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de 3 mois. Afin de ne pas revivre certaines déconvenues, le sénateur Thani a entamé des démarches pour connaître l'avis du Conseil d'État. Il a ainsi pu présenter les problématiques locales et défendre sa proposition devant la haute juridiction. Mardi, le Conseil d'État a rendu un avis favorable. Désormais, les sénateurs de Mayotte vont reprendre les termes de la proposition de loi afin de déposer des amendements qui seront étudiés dès le 19 juin prochain lors de l'examen du projet de loi immigration, droit d'asile et intégration. La croûte terrestre est actuellement très active dans la région. Alors que Madagascar a vécu plusieurs séismes ces dernières semaines, dans la nuit de mardi à mercredi, une secousse s'est produite à l'est de la Grande Comore, dans le canal du Mozambique, sur la ride de Davie. Elle a été identifiée par les réseaux internationaux à 1h55 heure locale, d'une magnitude de 5.1. La secousse n'a pas été ressentie à Mayotte. En effet, l'épicentre se trouve à près de 450 km des côtes du département, soit très loin de la zone d'essence sismique. Mais alors le phénomène s'étend-il à l'échelle régionale ? Les experts ont rapidement apporté la réponse à cette question en assurant que chaque secteur possède sa propre sismicité, à l'instar de Madagascar ou des Comores. Les phénomènes régionaux n'auraient donc aucun lien de parenté avec celui qui secoue Mayotte jour et nuit. Depuis 2015, un partenariat a été signé entre l'Union des chambres de commerce et d'industrie des îles de l'océan Indien et l'Association des îles Vanille. L'objectif est simple, mettre en valeur l'écotourisme dans l'océan Indien. Après le recensement des offres existantes et la sélection d'agences réceptives, selon l'association, le partenariat technique et financier a permis l'émergence de produits touristiques équitables et écotouristiques sur l'ensemble des îles. 26 combinés interilles ont ainsi été créés. Depuis une dizaine de jours, près de 40 tours opérateurs sont venus tester ces produits qui seront commercialisés dès septembre à Top Reza. Les 10 agences des Seychelles, de la Réunion, de Madagascar, des Comores, de Mayotte et de l'île Maurice ont également décidé ce mardi 5 juin de s'engager par le biais d'une charte autour de ces valeurs. Pour le directeur des îles Vanille, Pascal Virolo, ce travail de coopération régionale a permis aux agences réceptives de travailler ensemble et de créer des produits qui seront très bientôt commercialisés. Et pour terminer cette édition, direction le conseil départemental où se tenaient les derniers ateliers du colloque sur le développement économique régional de Mayotte. Depuis mardi, l'ensemble des acteurs locaux ont tenté de tracer les contours de ce qui permettra à l'île aux Lagons de se développer. Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées, telles que l'économie de la mer ou encore l'innovation au cœur du développement.
Nos équipes se sont penchées sur 2 ateliers tenus ce matin, l'un sur les spécificités mahoraises à valoriser pour un développement solidaire, inclusif et durable, et l'autre sur la stratégie de développement de filières avec un fort impact sur la qualité de vie, notamment la santé et l'éducation. Les précisions avec Amina Aritier et Daniel Nderaga-Koura. Comment parler du développement économique régional de Mayotte sans évoquer la notion de développement durable? Le sujet a d'ailleurs fait l'objet d'un atelier ce matin, durant lequel les participants ont planché sur des pistes de réflexion. Il y a beaucoup de projets autour de l'environnement. Donc des centres, il faut absolument faire des centres de tri ici à Mayotte, parce que pour l'instant on envoie nos déchets sur la Réunion, c'est une aberration écologique. Donc trier nos métaux par exemple ou nos déchets ici sur l'île, ça permettrait de créer des emplois et de créer aussi un flux économique. Parce que ça coûte très cher de faire voyager des déchets, il vaudrait mieux les traiter sur place. Voilà pour l'aspect environnemental. Pour ce qui est du volet social et culturel, force est de constater que les avis étaient partagés. C'est ainsi que l'on a pu assister à des débats plutôt houleux entre ceux qui d'un côté s'attachent particulièrement à l'aspect communautaire et ceux qui de l'autre côté accordent davantage d'importance à l'action publique. Quoi qu'il en soit, le développement de Mayotte ne peut être envisagé sans un caractère inclusif. Il faut d'abord pouvoir inclure l'ensemble des habitants de Mayotte dans ce développement durable, avec ce volet emploi, ce volet économique, dans un territoire fragile, dans le cadre de notre île, avec aussi bien les aspects de la protection des rivières, de la protection des forêts, de la protection du lagon, et aussi accompagner son développement économique pour donner des emplois qui, dans la mesure du possible, ne perturbent pas non plus l'environnement de notre territoire. Un territoire qui se doit d'être attractif si l'on veut répondre aux nombreux enjeux à relever. C'est du moins ce qui est ressorti d'un autre atelier tenu en même temps, non loin de là. En effet, qu'il s'agisse du domaine de la santé ou encore de l'éducation, il y a encore beaucoup à faire alors même que le potentiel est bel et bien présent. Un potentiel qui en matière de tourisme gagnerait à être davantage exploité. Mayotte a un potentiel, mais aujourd'hui, il va falloir en fait qu'on structure en fait cette filière pour faire en sorte que d'autres, donc les personnes à l'extérieur de Mayotte, mais aussi celles qui sont sur Mayotte, puissent voir cette filière comme une opportunité qui pourrait être créatrice d'emplois à l'avenir. La jeunesse locale n'est elle non plus pas en reste, puisqu'elle constitue l'une des principales préoccupations du 101e département. Autant dire que les pistes de réflexion évoquées en faveur du développement économique régional de Mayotte sont nombreuses et qu'elles nécessitent pour leur mise en œuvre un véritable schéma directeur. Là encore, pour que les résultats soient à la hauteur des attentes exprimées, c'est vers l'ensemble des acteurs concernés qu'il faudra se tourner. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.